Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour aujourd'hui évoquer la sortie du film Terminator 6 entre guillemets parce que c'est le sixième volet des aventures de ce robot exterminateur venu du futur. Donc, est-ce que ce film est intéressant ou est-ce qu'il est dispensable? Moi, mon avis est extrêmement mitigé en fait suite à la projection le jour de la sortie. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble en fait. Donc je vais utiliser en fait ce logiciel pour voir un petit peu ce qu'il en était à l'époque dans les années 90 puisque on va revenir à l'époque de Terminator 2. Euh, Vu qu'entre Terminator 2 et Terminator 3 il s'est écoulé quand même pas mal d'années, environ une dizaine d'années au moment de la sortie du film Terminator 3, qui était on va dire peut-être le dernier Terminator potable, regardable. Sachant qu'après Salvation et puis Genesis, on est allé de mal en pis et puis on a connu des films qui ont été vraiment de très mauvais films, il faut vraiment l'avouer. Et là, est-ce que ce sixième volet est intéressant ou pas? Alors, James Cameron a repris en fait la production. Il a laissé à Tim Miller le soin de réaliser. Tim Miller, qui, on le connaît, a réalisé donc les deux Deadpool. Euh, alors, premières impressions à chaud en fait. Le film qui vient de sortir est un bon film d'action, un bon film de science-fiction. Maintenant, pour moi, c'est pas forcément un Terminator. Alors, ils ont accolé la franchise Terminator parce que on sait évidemment ce qui se cache derrière ce film-là. C'est toute une série, c'est un reboot. Ils veulent refaire encore une série de 3 films, donc avec Linda Hamilton et puis les nouveaux acteurs et puis de nouveaux Terminators. Alors, il y a de très bonnes idées dans le film. Malheureusement, on se retrouve encore une fois avec un film qui veut réinventer ce qu'il avait déjà créé dans les années 80-90, mais qui va essayer de l'adapter à la mode des années 2020. Mais toujours est-il que est-ce qu'on a besoin de refaire un chef-d'œuvre? Est-ce qu'on a besoin de repeindre la Joconde? Est-ce qu'on a besoin de rebâtir les mêmes bâtiments? La question se pose par exemple pour Notre-Dame de Paris, notamment, ça a fait polémique au niveau de l'architecture, hein, lorsqu'il y a malheureusement un accident, un incendie sur une structure. Est-ce qu'on doit rebâtir l'identique ou est-ce qu'on doit euh, inventer quelque chose d'autre et s'adapter justement à l'époque? Il en va de même pour le cinéma. Est-ce qu'on doit sans cesse refilmer les œuvres? Est-ce qu'on doit refaire par exemple les temps modernes avec Charlie Chaplin adapté à 2020? Je vous pose la question en fait. Je me demande si c'est vraiment utile de reprendre des concepts qui ont déjà été abordés dans une époque et de vouloir les adapter dans une autre. Est-ce qu'il vaut mieux pas forcément repartir sur quelque chose de nouveau? Et là en fait pour le coup j'ai utilisé les images de la fin de Terminator 2, donc je suppose que vous avez vu le film, hein, ça fait maintenant pas mal d'années qu'il est sorti, pratiquement 30 ans. À la fin de Terminator 2, en fait, on a une version longue qui nous propose en fait une vision où Skynet a été démantelé, où il n'y a pas eu de jugement dernier, hein, en 97, au mois d'août. Sarah Connor et son fils John ont réussi à annuler l'arrivée de Skynet, hein, l'intelligence artificielle qui provoque la guerre entre les nations. Et du coup, on se retrouve avec ce plan de Washington, dans un futur, on va dire, qui pourrait être le nôtre, hein, ça pourrait être 2019, où on a justement John Connor qui vient d'être papa, qui est dans un parc avec sa fille, et puis qui goûte aux joies de la paternité. Je crois qu'il est d'ailleurs devenu sénateur, hein, il fait de la politique d'ailleurs. Et on a Linda Hamilton qui a été vieillie pour l'occasion, alors pas en CGI à l'époque, puisque c'était en 92, mais avec un maquillage on ne peut plus plastique, et qui fait une sorte d'épilogue, hein, sur ce qui s'est passé sur les 2 premiers volets, Terminator 1 et Terminator 2, où elle dit que voilà le jugement dernier a été repoussé, annulé, et que son fils est devenu sénateur, donc. Et voilà, fin de la saga, et tout va bien. Et puis après, on se retrouve aujourd'hui avec une série quand même de 4 films qui réutilisent donc le concept du robot tueur venu du futur. Alors, ce qui marchait bien dans Terminator 1 et dans Terminator 2, en fait, c'était vraiment un concept très classique. C'est-à-dire qu'on a une force surhumaine. Alors, ça peut être une force extraterrestre ou un robot comme ici, dans Terminator.
mais on a en fait une sorte de concept asymétrique où on a une force qui est quasiment indestructible, opposée à un groupe d'humains qui va devoir rivaliser en fait d'ingéniosité et puis de malice et de toutes sortes de trouvailles pour pouvoir justement échapper à ce robot, tout en mêlant le road movie en fait, puisque pendant tous les films, que ce soit en 1984 ou le film Terminator 2, eh bien les personnages se déplacent au travers de l'Amérique en essayant d'échapper à leur poursuivant qui est quasiment indestructible. Donc ça c'est vraiment le concept de base. Euh, alors effectivement, on a quelques flashbacks au niveau du futur, puisqu'on a quand même besoin d'avoir un background solide pour pouvoir justement justifier le fait qu'il faut absolument détruire ce robot et Skynet pour éviter que le futur apocalyptique arrive. Mais ça reste quand même sous-jacent. On va pas forcément vous faire un film parce que je me souviens qu'à l'époque, moi, quand je regardais ce film-là, on avait tous ce fantasme en fait de voir le jugement dernier. Alors évidemment, les producteurs et réalisateurs ont foncé dans la faille, dans cette envie-là des spectateurs. Mais ça n'a jamais réellement été fait. Un petit peu dans Salvation, où on voit vraiment le futur. Et de ce point de vue-là, le film avec Christian Bale est assez réussi, on va dire, sur ce point de vue-là, c'est-à-dire sur un futur avec les T600, les T800, même s'il y a des choses à dire au niveau des acteurs, parce que c'était pas vraiment terrible en termes de jeu d'acteurs. Mais on avait quand même cette vision du futur que les spectateurs attendaient depuis des décennies en fait. Et je pense que les réalisateurs et les producteurs jouent là-dessus, c'est-à-dire que on verra jamais vraiment de film Terminator sur 2 heures, 2h30 avec, on va dire, le jugement dernier. On va toujours nous montrer des bribes de cette époque-là. Et je trouve que c'est pas plus mal en fait, parce que Terminator, finalement, c'est pas forcément un film où on va vous montrer l'apocalypse et puis l'arrivée des robots avec Skynet, etc. Et je pense qu'on doit en montrer le moins possible à ce niveau-là, en fait. Moi, je suis plutôt partisan du fait que voilà, les flashbacks qu'on avait avec Kyle Reese dans le premier Terminator, où à chaque fois qu'il a des cauchemars, en fait, on a 1 ou 2 minutes sur le jugement dernier, où on voit en fait comment est-ce que les humains font pour détecter le robot avec les chiens qui détectent en fait le fait que les robots n'ont pas d'odeur et ne sont pas humains. Et donc tout ça c'est très bien parce que ce sont juste des flashbacks et ça laisse au spectateur le soin d'imaginer ce que pourrait être le jour du jugement dernier. En plus, on a plein de films qui l'ont fait dans les années 60-70. Je pense notamment par exemple à des séries télé comme L'Âge de Cristal ou des films sur l'apocalypse. Il y en a eu plein dans les années 70. Alors il y a eu énormément de nanars, de séries B, mais on a tous plus ou moins une image voilà, d'un futur apocalyptique basé sur l'arme nucléaire. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus basé sur l'effondrement par rapport à l'écologie, par rapport à l'effondrement économique, chose qui n'avait pas trop été évoquée dans les années 70. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'arme atomique, elle est moins évoquée, elle est moins mise en avant en tant que futur apocalyptique. Hein. On est plus, comme je disais, sur un futur apocalyptique basé sur les événements climatiques et l'effondrement économique. Mais pour le coup, tout ça a déjà été évoqué, donc c'est pas la peine de faire un film pour moi de 2 heures sur l'arrivée en fait de Skynet où tout ça doit être uniquement dans l'esprit du spectateur et doit rester quelque chose de subjectif, quelque chose à l'état justement de flashback et c'est largement suffisant. Donc aujourd'hui donc on est passé de ça, de cette situation, vers ça tout simplement, voilà où on a Linda Hamilton qui, dans les années 92, se retrouvait en mamie posée, calme, plutôt zen, avec un regard assez sage, on va dire, sur ce qui s'est passé, avec beaucoup d'expérience. Il se dégage quand même une notion de plénitude, enfin de satisfaction de cette image. Et on passe en 2019 à ça, à Linda Hamilton, avec une version Rambo de, de Sarah Connor. Donc c'est assez particulier. Donc surtout le fait que ce film donc qui ne s'appelle pas Terminator 6 mais qui en porte vraiment l'empreinte, eh bien efface justement d'un revers de la main toute cette saga en fait, ces 2 films qui étaient vraiment
qui constituait quelque chose d'achevé en fait. Il n'y a pas forcément besoin de sortir un Terminator 3, 4, 5, 6. Pourquoi essorer la franchise alors que la franchise s'arrête avec Terminator 2, notamment avec la version étendue, que je vous conseille de voir, qui pour moi restent vraiment les deux films majeurs de la saga. Tous les autres sont dispensables. Alors, est-ce qu'il faut aller voir ce Terminator Dark Fate? Donc moi j'étais vraiment partagé au départ, c'est pas pour moi le film de l'année, loin de là. Mais je suis passionné par la saga, donc pour pouvoir en parler, forcément il fallait que je puisse le voir. J'ai pas passé un moment désagréable, je me suis même régalé pendant 2 heures, mais je me suis régalé devant un film de science-fiction et un film d'action, je me suis régalé devant un road movie avec des poursuivants humains et un robot indestructible, voilà. Après, pour moi ça s'arrête là. Donner à ce film le nom de Terminator et repartir sur une saga de 3 films, pour moi c'est complètement inutile. Alors, je vais développer parce que ça mérite quand même d'aborder le sujet. Alors le film en fait évoque le fait que Linda Hamilton est une chasseuse de Terminator. On a en fait sur ce film-là donc une sorte de mamie surarmée qui va justement chasser du Terminator, bon, suite aux événements que l'on a connus dans les films précédents. Maintenant, Sarah Connor est une spécialiste des armes, donc elle est vraiment aguerrie à ce niveau-là. Est-ce que le personnage est mis en avant? Alors, il y a quelques scènes qui sont vraiment intéressantes dans le film où elle a ce regard justement sur ce qui s'est passé par rapport à son fils. Sans trop spoiler, il y a vraiment une scène choc en début du film au départ, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, donc de faire une scène comme ça. Je savais pas si en fait ils allaient faire une scène humoristique ou s'ils allaient faire vraiment une scène, on va dire, dramatique. Ils ont choisi le côté dramatique en fait. Et tout de suite, ça plombe l'ambiance en fait, ça détruit complètement la suite dans ce qu'on a dit par rapport au fait que John Connor devienne sénateur, qu'il soit père et que Sarah Connor devienne une mamie, on va dire, heureuse dans un monde dépourvu d'apocalypse. Donc en quelques secondes, en fait, on a les 2 premiers films qui sont balayés d'un revers de la main. Alors c'est assez étonnant parce que c'est quand même James Cameron qui produit. Donc c'est comme si Léonard de Vinci en fait arrivait et puis envoyait des coups de peinture, des coups de pinceau sur sa Joconde en fait. Ça peut choquer vraiment les amateurs de la série. Moi j'ai vraiment été choqué à ce niveau-là. En plus la scène n'est pas très bien réalisée. Ils ont utilisé en fait des CGI pour reconstituer les personnes, on va dire dans un futur qui se situerait aux alentours de 1994-95. Et à partir de là, donc, ils balaient de Terminator 3, 4 et 5. Le 5 Genesis étant une grosse bouse, c'est pas un problème. Mais du coup, on repart sur, on fait table rase du passé, on repart sur une nouvelle saga. Euh, c'est vraiment choquant pour le spectateur. Ça rappelle un petit peu ce qui avait été fait avec Star Wars en fait. Donc où on veut repartir, Disney veut repartir à faire table rase du passé, repartir sur une nouvelle série, voilà, parce qu'il y a forcément des enjeux financiers à la clé, voilà, c'est intéressant, on va ramener du monde. D'ailleurs, je crois qu'au niveau de cette version de Terminator Dark Fate, il a été autorisé donc pour les personnes à partir de 12 ans. Je suis pas sûr que le premier Terminator était autorisé à partir de 12 ans. Il faudrait vérifier en fait, mais je pense que c'était 16 ans au minimum. Mais évidemment, si on abaisse l'âge de visionnage, eh bien forcément on va engranger plus de monde parce que les papas vont aller voir Terminator avec leurs enfants, ça va faire plus d'entrées, on va doubler, tripler les entrées, et forcément ça fait plus d'argent à la clé. Donc tout ça en fait finalement c'est du business. Donc on prend une licence qui était vraiment très très intéressante avec cette saga Terminator en 2 films, et puis voilà on refait en fait une série qui va repartir pour refaire des entrées. Bon, après, le film, est-ce qu'il devrait ne pas exister? Donc, moi, je suis assez partagé. Je pense pas forcément parce que, comme je disais, on a un bon film d'action, on a un bon film de science-fiction, mais qui ne mérite pas le fait de porter le nom de la franchise Terminator. Donc, dans ce cas-là, pourquoi ne pas refaire un film
Pourquoi ne pas repartir de zéro, recréer un scénario? Oui, mais forcément, ça demande forcément un peu d'imagination, ça demande de l'écriture, ça demande et du coup, je suis pas sûr que les spectateurs en fait suivent totalement cette optique-là. Aujourd'hui, on a des tas de films qui sont refaits, qui sont remakés. Juste avant le film en fait Dark Fate, on a eu le livre de Stephen King là qui est sorti en 2013 sur la suite de Shining. Donc on nous a mis en fait la bande-annonce du film. Euh, Pourquoi faire alors donc voilà, donc on nous refait la suite de Shining en fait que avec Danny, donc l'enfant qui a été traumatisé par Shining, donc qui revient à l'hôtel. Bon, est-ce que c'est utile? Alors Stephen King a bien sûr a écrit la suite en 2013. Est-ce que c'est utile de refaire une suite à Shining? Est-ce que, enfin, moi j'ai vu la bande-annonce, j'étais dégoûté parce qu'on nous remet des images de Shining, on nous remet les images de l'hôtel. Forcément, il y a un affect. Voilà, tout ça en fait, c'est pour faire un film avec du fan service que l'on retrouve dans Terminator Dark Fate, qu'on retrouve dans plein de films qui sont refaits, qui vont être refaits prochainement. Voilà, pour que les nouvelles générations puissent, pour essayer de créer du lien entre les générations des personnes qui ont vu ces films-là au cinéma ou en DVD ou en Blu-ray, et puis essayer d'amener leurs enfants sur ces films-là. Donc, moi je trouve que c'est vraiment assez, c'est gros comme une maison, quoi. Donc essayez s'il vous plaît de repartir sur... Si vous voulez faire table rase, ne détruisez pas les œuvres qui ont été faites par le passé en fait. Je veux dire, qui pourrait imaginer que l'on détruise des œuvres picturales, des œuvres de musique tout simplement pour repartir Est-ce qu'il y a besoin de refaire des œuvres classiques? Je pense que les œuvres classiques peuvent survivre aux côtés des œuvres, de nouvelles œuvres. Donc tout ça en fait, ça pose la question de l'imagination, de l'écriture. Donc les gens, je crois que les gens ont envie de voir des œuvres nouvelles. Alors certes, on peut s'inspirer du passé, hein, c'est ce que tous les artistes ont fait tout au long des décennies, hein, qui existent depuis que l'art existe, hein, depuis l'art pariétal jusqu'à aujourd'hui. Donc on s'est inspiré de ça. Le passé, en fait, est vraiment une base solide. Mais arrivé aujourd'hui en 2019-2020, au niveau du cinéma, qui est vraiment un art qui est très très récent, où on n'a pas vraiment encore trop de recul par rapport à ce média, surtout qu'il est de plus en plus supplanté par le jeu vidéo, mais ça c'est un autre domaine. Est-ce qu'on a besoin, pour faire une suite à des films qui ont marché, qui ont été vraiment des succès, est-ce qu'on a besoin de détruire ces œuvres classiques, de les piétiner, parce qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va donc on a repris de nouveaux acteurs, donc le film se déroule au Mexique. Alors moi j'ai aucun problème avec ça, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se sont offusquées par rapport à ça en disant oui c'est un film pour contre Donald Trump, pour montrer en fait justement qu'il faut mettre en valeur donc le peuple mexicain, etc. Donc parfait, donc là on rentre dans la politique, donc c'est pas vraiment un sujet sur lequel je veux parler dans cette vidéo. Donc le film a les décors qu'il a, hein. De toute façon, on avait déjà utilisé les décors mexicains dans les précédents Terminator, ça allait très bien, il n'y avait pas là l'aspect politique qui était abordé. Donc c'est vrai que c'est bien qu'un film aussi puisse parler de ce qui se passe dans son époque. Le film est ancré dans son époque, hein, par rapport au fameux mur de Donald Trump, par rapport justement au Mexique. Sachant qu'en fait, au niveau par exemple de la langue espagnole, on sait très bien que l'espagnol va être, aux alentours des années 2030-2040, va devenir en fait la langue principale des États-Unis. Donc ça, au niveau culturel, c'est un changement qui est quasiment inévitable. Aujourd'hui en Californie, les gens sont pour la plupart bilingues, espagnol, anglais, américain. Pareil au niveau de New York, voilà. Donc à ce niveau-là, au niveau culturel, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de ce qui se passe au niveau de la langue espagnole par rapport aux États-Unis. Mais est-ce que c'est intéressant de... Enfin, moi je suis pas vraiment pour faire de ce film un film forcément politique, même si il a cet aspect-là par rapport au moment où il sort, évidemment. Mais dans quelques années, peut-être qu'on aura oublié cet aspect-là. Et puis en plus, il ne le fait pas de façon profonde et analytique. Il le fait parce que c'est un effet de mode, voilà, il faut critiquer, voilà.
Donc très bien, mais dans ce cas-là, si vous les critiquez, ben, utilisez des arguments en profondeur, faites un film dans ce cas-là comme Desertio, je crois, qui avait été fait. Enfin, il y a pas mal de films qui ont été faits justement sur l'immigration. Faites un film sur l'immigration qui dure 2 heures 30, mais n'utilisez pas dans un film de science-fiction cet aspect-là juste parce que c'est un effet de mode. Soit on fait un film politique et on s'engage et on prend vraiment à bras le corps le problème et on trouve des solutions, soit on ne fait rien et on reste sur les décors mexicains, etc. Voilà. D'ailleurs, le film est en langue espagnole en partie sous-titré, donc ça j'ai apprécié, c'était assez intéressant. Euh, sur le film lui-même, sur la réalisation du film, alors là on a donc le nouveau Terminator qui est présenté. Euh, il y a pas mal d'idées qui sont intéressantes au niveau des flashbacks du futur, au niveau du présent. Moi, j'ai apprécié l'aspect du Terminator qui se scinde en deux, parce qu'en fait, on a une espèce de mélange entre le Terminator de 84, qui est un Terminator donc en métal pur, et puis le T-1000 de Robert Patrick donc dans Terminator 2, où on a cet aspect liquide en fait. Donc, je trouve que au niveau de l'idée en fait d'avoir un Terminator qui se divise et qui a à la fois l'aspect mécanique et l'aspect liquide, donc où il peut se passer à travers les murs, etc., reproduire des objets de sa taille. Ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, Après, au niveau de la réalisation, au niveau des combats, j'ai trouvé ça extrêmement brouillon. Les combats sont souvent filmés de façon très rapprochée. On n'y comprend rien. C'est un petit peu ce que je vais reprocher au Seigneur des Anneaux dans la communauté de l'anneau, en fait, vers la fin, où on a une scène de combat où la caméra est vraiment proche en fait des acteurs, presque au niveau de l'épaule, et du coup ça manque de lisibilité parce que c'est très rapide. On n'a pas le temps vraiment de voir tout ça. Donc alors je comprends qu'au niveau des plans larges, ça ralentirait l'action. Donc là, je pense que le réalisateur veut vraiment se rapprocher du combat pour donner un aspect vraiment dynamique. Parce que si vous filmez une scène forcément de combat vue en plongée et avec un plan large, forcément ça aura moins d'impact, surtout quand il n'y a que deux trois personnages. Si vous avez une scène comme dans 300, si vous avez une scène épique avec comme dans 3 par exemple, où on voit vraiment deux nations qui s'affrontent et on a des centaines, voire des milliers d'acteurs, ou dans un film de guerre où là c'est dynamique. Mais c'est vrai que dans une scène où il y en a 3-4 acteurs, si vous faites une plongée avec un plan large, bah, ça va être assez ridicule. Donc je comprends pourquoi le réalisateur veut vraiment se rapprocher. Mais du coup, en fait, je pense qu'il y a une distance à avoir. Peut-être qu'il fallait en recul de peut-être d'un mètre ou plus. Parce que là, c'est vraiment assez illisible en termes de scènes d'action. Il y a 2 ou 3 scènes d'action qui sont vraiment intéressantes, notamment une dans une usine au début du film. Donc, si vous voulez voir un bon film d'action et de science-fiction, allez voir ce film-là, mais n'y allez pas forcément avec l'optique de voir un bon Terminator ou un excellent Terminator. Pour moi, donc, là, comme je disais, je me répète, hein, mais la franchise, la saga s'arrête aux 2 premiers, et puis basta quoi. Au niveau du jeu des acteurs, donc bah là on a en fait le Terminator donc, dans sa version humaine. Bon, il est largement en dessous de Robert Patrick dans Terminator 2. Il est même en dessous de Schwarzenegger dans Terminator 1. Donc c'est quelqu'un qui inquiète, mais c'est pas quelqu'un qui fait peur en fait. Et Terminator, pour que ça fonctionne, il faut que le méchant soit vraiment soit vraiment quelqu'un qui amène la peur en fait. Il faut qu'on ait peur de lui. Et là, en fait, vous voyez, donc, si vous cachez en fait l'image de l'acteur en fait au premier plan, oui, c'est vrai que le Terminator en squelette métallique, lui, il est vraiment inquiétant, mais l'acteur en lui-même, euh, il n'y a pas de jeu, enfin, c'est pauvre quoi, c'est lisse, il y a pas il n'arrive pas vraiment à la cheville de Robert Patrick et qui reste pour moi vraiment le Terminator à visage humain le plus réussi. Donc, revoyez Terminator 2, les moments où Robert Patrick se déplace, le regard, la façon dont il est filmé, ce visage coupé à la serpe, coupé au couteau de Robert Patrick, en fait, c'est ça. Rien que son regard, quand il n'est même pas en liquide, c'est vraiment impressionnant, tellement à chaque fois dans les scènes, il fout la trouille, quoi. Là, bon, l'acteur est assez lisse, donc il n'y a aucun. Je trouve ça vraiment désolant, quoi.
l'actrice en fait qui incarne qui remplace donc on va dire le Terminator qui vient du futur et qui vient sauver en fait la personne qui va repousser le jugement. Donc là, ils ont créé en fait une espèce de personnage mi-humain, mi, mi-android. Donc je trouve que l'idée est intéressante. Après, c'est pareil, quoi. L'actrice, elle est. Bon, ils ont créé une actrice badass, voilà. Ils ont voulu qu'elle remplace donc Schwarzenegger. Moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. C'est les scènes de combat. Alors, il y a au niveau des scènes de combat, ça passe. C'est vraiment intéressant. Après, en termes de jeu d'acteur, ça reste aussi lisse. Pour moi, c'est du même niveau que l'acteur qui joue le Terminator. Ce sont des acteurs qui vont être, à mon avis, assez oubliables parce que ils n'ont pas de scène clé. Euh, voilà. Après, en plus, elle est utilisée, voilà, pour apporter donc. C'est un petit peu la caution jeune, c'est un petit peu le passage de flambeau en fait. Il y a toujours une espèce de dualité justement entre tous les personnages. Euh, donc il joue là-dessus en fait sur la colère, sur la rancœur, sur le fait que vous verrez il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes entre Schwarzenegger et puis Linda Hamilton où il y a vraiment. Alors au départ je me suis dit ouais ça va être ils ont trouvé quelque chose là d'intéressant et puis après c'est pas vraiment exploité donc à la fin on a une espèce de happy end parce qu'il faut forcément faire une suite. Donc si vous, à un moment donné, vous créez une tension dans le film et que cette tension va jusqu'au bout, jusqu'au clash complet, à un moment donné, je me suis dit, ouais, là, ils tiennent, dans le scénario, il y a une idée qui est vraiment intéressante. Je me suis dit, là, ça va être quelque chose de formidable, aux trois quarts du film vers la fin. Il va se passer un truc à la fin. Et puis non, quoi, en fait, non, c'est une sorte de happy end mielleuse à la Disney, quoi. Donc déception, en fait. Euh, on dirait que le film, en fait, il sort de bonnes idées. Il y a des bonnes idées qui émergent. Mais à chaque fois, on se retrouve avec, ça converge vers quelque chose de consensuel, de voilà. Donc, on vous ressort à chaque fois le groupe de filles, voilà, badass qui vont révolutionner le genre. Donc, Linda Hamilton en mamie ramboisée. C'est dommage parce que en fait ça marche pas quoi. Voilà, on relance une franchise avec plein de fans de service, mais malheureusement c'est voué à l'échec. Voilà, parce qu'on veut faire des entrées, ça reste très business. Voilà, donc et puis surtout, ce qui est grave, comme je disais, c'est qu'on marche, on piétine en fait des films qui ont déjà marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas admettre, quoi. On peut pas laisser passer ça. Je trouve ça assez déplorable, quoi. Vous revendiquez en fait d'une saga Terminator, mais vous détruisez ce qui a été fait par le passé, puisque vous vous basez sur un film qui a quand même des fans de par le monde qui sont vraiment attachés à ces films-là. Donc, on peut pas couper le lien comme ça, qu'on peut pas couper le cordon comme ça. Je veux dire, on peut créer une autre série de films à côté, pourquoi pas. On peut refaire quelque chose. Moi, j'aurais aimé en fait voir une sorte de nouvelle saga Terminator, mais dans ce cas-là, faites quelque chose, par exemple, sur l'effondrement économique, sur l'écologie, faites quelque chose de nouveau, quoi. Terminator, en fait, à l'époque, c'était basé sur l'intelligence artificielle, sur l'arrivée de l'informatique. On était en 1984, il y avait l'émergence de l'ordinateur dans l'entreprise, voilà. Donc c'était quelque chose de concret, ancré dans son époque, la peur de l'intelligence artificielle. On l'a toujours, cette crainte, hein, d'ailleurs. Euh, Là, c'est à peine évoqué, mais dans ce cas-là, ancrez-vous dans l'époque. Euh, mais prenez le problème à bras le corps, c'est-à-dire vous voulez faire quelque chose de politique, mais faites quelque chose de politique par rapport justement à l'immigration, faites quelque chose par rapport à l'effondrement économique, faites quelque chose par rapport au changement climatique, mais arrêtez de détruire, de piétiner donc une franchise qui a marché
et puis pour créer une sorte de film tiède qui est bon au niveau du rythme. J'ai trouvé que moi personnellement j'ai trouvé que le montage était pas trop mal réalisé en fait, parce que je me suis pas ennuyé. J'ai regardé l'heure qu'une seule fois vers 1h45 de film, sachant que le film doit faire à peu près 2h, 2h05. Donc de ce côté-là, moi je dis Paris tenu, Paris gagné quoi. Le film m'a tenu en haleine. Euh, voilà. Après, malheureusement, voilà, on n'a pas un film qui va s'ancrer dans le présent par rapport à la problématique de 2019-2020 et des années futures. On a un film avec des, voilà, on suit une mode, voilà, parce qu'il faut mettre des héroïnes badass, comme on l'a vu dans Captain Marvel, comme on le voit dans Ghostbusters. Voilà, donc ça c'est la mode, donc il faut absolument mettre ça à l'écran. Il y a des scènes, bon, je veux pas spoiler, mais on va peut-être regarder la photo suivante parce qu'on pourra en parler. Alors, la photo que vous voyez à l'écran, en fait, avec Schwarzenegger et des lunettes, en fait, on la voit pas dans le film. Il y a une scène fan service, en fait, où vous verrez donc pourquoi cette scène n'apparaît pas. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis cette photo, ces crédits photo avec Schwarzenegger et ses lunettes, parce que la scène n'apparaît pas. Il y a d'ailleurs un joke dans le film à ce niveau-là. Je vous laisse voir le film et vous donnerez votre avis après, par la suite. Je pense que je sais pas si les lunettes ont été rajoutées avec Photoshop ou s'il les a mis pour l'occasion. J'ai l'impression, regardez, si vous regardez sur son oreille gauche, en fait, on dirait que les lunettes ont été rajoutées par la suite parce que, en fait, ça c'est un truc que je peux pas supporter, c'est qu'en fait, Schwarzenegger tue son propre personnage dans cette version-là, dans Dark Fate. En fait, il piétine lui-même le personnage qu'il était dans Terminator 1 et 2. Tout ça pour mettre en valeur justement le trio de filles qu'on a vu précédemment. Donc, mais dans ce cas-là, c'est pareil. Je veux dire, quand vous regardez Terminator 1 et 2, il y avait pas de. Je veux dire, Linda Hamilton dans Terminator 2, il y a une évolution entre le 1 et le 2. Donc, dans le 1, c'est une fille qui est serveuse, donc qui ne connaît rien du tout aux armes, qui doit subir en fait ce qui lui arrive. Et entre le 1 et le 2, donc, elle devient ce personnage qui est musclé, qui est vraiment aguerri au niveau de la manipulation des armes, qui veut protéger son fils, mais qui a été, dont on lui a retiré son fils parce que forcément, elle est qualifiée de folle, donc c'est un personnage qui a été interné. Et ça apporte vraiment, ça c'est vraiment une fille qui en veut, on voit vraiment cet aspect-là de cette maman en fait qui veut retrouver son fils, qui veut tout faire pour retrouver John. Alors pour deux raisons, hein, pour sauver le monde, mais aussi parce que c'est une maman tout simplement. Donc mais là ça suffit. Vous avez un personnage badass de Linda Hamilton en 92 qui est super, qui est vraiment profond, qui a vraiment des sentiments. Ne faites pas ne créez pas artificiellement des personnages de filles ou de girls badass tout simplement par rapport à la mode MeToo ou par rapport à Weinstein, etc. Donc, parce que ça va être vide de sens. Il faut qu'il y ait un background, il faut qu'il y ait une écriture, il faut qu'il y ait un personnage qui ait souffert, il faut qu'il y ait une histoire, il faut que la personne soit rentrée dans la parentalité, il faut qu'elle se soit occupée de ses enfants, il faut qu'elle se soit occupée de son enfant malade, il faut qu'elle ait, enfin, il y a toute une évolution qui doit. Alors, ça peut être uniquement fait un flashback, hein, on n'est pas obligé de faire un film là-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas de Terminator 1.5. L'évolution entre John Connor, qui n'est pas né d'ailleurs dans le premier, mais qui est ado dans le 2, on n'a pas vu, mais on imagine tout ça. Le spectateur imagine que Linda Hamilton a mis au monde John Connor, qu'elle l'a élevé, d'ailleurs c'est évoqué dans le film. Ils ont été cachés au Mexique, ils ont dû apprendre à manipuler les armes, ils ont vécu chaque fois, on évoque dans le film le fait qu'ils se déplacent, on évoque le fait que Linda Hamilton en fait à chaque fois change de compagnon régulièrement parce que c'est quelqu'un qui justement a été très indépendante. Donc tout ça c'est déjà été fait en 92, donc ne nous sortez pas des personnages de filles badass qui n'en sont pas, parce que il n'y a pas de background, il n'y a pas d'écriture derrière, voilà tout simplement. Linda Hamilton de 92, c'est un personnage qui a du coffre, c'est un personnage qui est solide. Donc là, vous en faites une fille, une mamie ramboisée,
et vous voulez en fait mettre à la place donc cette actrice mexicaine donc j'ai oublié le nom, hein, je suis désolé parce que du coup je pense que c'est peut-être un personnage qui va être oubliable, donc je vais essayer de le retrouver parce que au moins pour rendre hommage au travail de l'actrice quoi. Mais non, on fait voilà donc oui c'est Natalia Reyes pardon. Donc Natalia Reyes qu'on a vu donc récemment là, hop je reviens sur votre gauche ici au niveau de l'écran et puis ici voilà. Euh, voilà donc il faut que cette personnage donc en fait son background c'est simplement parce que à un moment donné dans le film il arrive une scène dramatique et tout de suite en l'espace de quelques minutes on va dire elle devient quelqu'un de solide, de très solide mentalement, qui va manipuler des armes, etc. Mais ça passe pas parce qu'en fait, on a au début du film quelqu'un qui vit en famille avec son frère et son père, et vous pouvez pas sur l'espace d'un film faire comme ça, faire évoluer ce personnage-là. En plus, le film se déroule vraiment quasiment en temps réel, hein. C'est quasiment du 24 heures chrono, hein. Donc ne faites pas des personnages comme ça qui évoluent en l'espace, on va dire, de 3-4 jours, qui passent de j'allais dire de fille à papa, mais c'est pas le cas, mais qui passe d'une personne, on va dire, qui est assez commune, à quelqu'un qui devient un véritable soldat capable de tirer au bazooka, de tirer avec des Gatling, etc. Non, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un espace de temps entre les deux. Il faut qu'il y ait un film, voilà, il faut qu'il y ait un background, il faut qu'il y ait, comme je disais, je reviens toujours à la même chose, hein, mais c'est ça, il faut qu'il y ait du temps qui se passe. Ou alors vous faites un film centré sur elle avec son évolution. Mais là, malheureusement, au niveau de l'évolution psychologique, il n'y en a pas, c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai désolé, j'ai été un petit peu long, mais pour résumer, pour faire court, Terminator Dark Fate, bon film d'action, bon film de science-fiction, parce que si vous aimez, voilà, un film avec des robots, avec une vision de l'apocalypse, les voyages dans le temps, etc. Donc c'est un film qui est intéressant de ce point de vue-là, mais qui ne devrait pas porter le nom de Terminator en fait. Et je voudrais terminer en fait justement la vidéo là-dessus parce que alors vous me dire mais pourquoi tu montres Joaquin Phoenix avec le Joker? Eh bien en fait parce que pour moi je pense que ce film va être quasiment peut-être avec Parasite. Si vous n'avez pas vu ce film coréen Parasite, courez le voir. Enfin, je crois qu'il est sorti en Blu-ray. Parce que dans ce film, Joker, on a un personnage qui évolue. Voilà, on a un personnage qui est écrit. On a un personnage qui passe d'un état psychologique A à un état psychologique D, on va dire, passant par B et C, parce qu'il y a une évolution. Et le film est centré sur le personnage, bien sûr. Mais il y a tout un background, il y a tout un contexte historique qui fait que ce personnage évolue et qui à un moment donné va péter un câble et va passer de quelqu'un, on va dire, plutôt de soumis, de gentil, d'affable à ce personnage sur la droite qui est le Joker. Mais ça, c'est dû à une résultante et il y a une évolution. Il y a une évolution dans le film. Voilà, le personnage évolue psychologiquement. Pas comme ces personnages où au début du film, voilà, ce sont des personnages communs, et puis d'un coup, comme ça, en l'espace d'une heure trente, et eh bien voilà, vous voyez les personnages manipuler des armes, et puis voilà. Donc, en fait, c'est intéressant de voir ces deux films parce que quand vous regardez Dark Fate et que vous voyez le Joker par la suite, ce qui arrive, c'est que ces deux films qui sont vraiment opposés. Alors, c'est bien que ces deux films sortent en même temps parce que c'est vraiment, j'allais dire presque deux facettes d'une même pièce. En fait, c'est vraiment symptomatique de l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire 2019-2020. On a d'un côté un film qui veut revendiquer des choses, qui aborde en surface l'immigration, l'émancipation féminine, etc., mais qui ne le fait pas, qui le fait très mal, sous couvert de films de SF, etc. Donc c'est un film qui reste en surface, c'est un film qui sera oublié, je pense, comme elle a été Genesis. Voilà, et dans 20 ans, on reparlera de Terminator 1 et 2 comme de chef-d'œuvre et ça restera là. Et même s'il y a Terminator 15, eh ben, on reviendra toujours au premier Terminator.
Je pense que Joker, lui, à mon avis, ce sera un film dont on continuera de parler dans les années à venir, parce qu'il est vraiment à contre-courant de l'époque de laquelle on vit. C'est un film qui parle de quelqu'un qui est vraiment un vrai rebelle. C'est quelqu'un qui se rebelle malheureusement dans le mauvais sens, puisqu'il va utiliser la violence pour se rebeller. Et on ne peut pas donner de circonstances atténuantes à ce genre de comportement, loin de là, évidemment. Mais lui au moins, c'est un film qui va jusqu'au bout de ses idées. Voilà. C'est un film qui dit, voilà, on vit dans une époque qui est pitoyable, on vit dans une époque de stress, une époque très incertaine en fait, voilà, avec des sociétés qui sont plus ou moins en déliquescence. On arrive au bout d'un cycle, hein, comme c'est la vie de beaucoup de personnes. Et Joker, lui, alors, il utilise le background des années 80, mais, euh, mais c'est un film qui ose, c'est un film qui ne va pas dans le sens, on va dire, euh, des films que l'on voit aujourd'hui, notamment du Marvel Cinematic Universe. C'est même un film qui se permet de casser les codes du film de super-héros, en fait, puisqu'il arrive à faire plonger en fait le spectateur dans cet univers, on va dire ce Gotham qui est vraiment. Alors le Gotham City en fait c'est vraiment un lieu intéressant parce que il a souvent été abordé, que ce soit dans le bande dessinée, dans les séries, dans les films. C'est vraiment un lieu intéressant parce que c'est un lieu en fait où tout est permis, il n'y a plus vraiment de justice. Et dans ce monde-là, en fait, justement, ça provoque, ça exacerbe les comportements. Personne ne peut rester impassible dans l'univers de Gotham, en fait. Donc soit vous devenez quelqu'un qui va être, on va dire, criminel, soit vous devenez quelqu'un qui va voir qui va être révulsé par ce qui se passe et qui va justement vouloir intervenir. Et là, on évoque le personnage en fait de Batman et de Bruce Wayne. Tout ça est vraiment intéressant parce que on a vraiment un film qui ose dans Joker, un film qui, qui met le doigt là où ça fait mal, qui montre les failles d'une société qui, si on ne fait rien, ben, va aller qui pourrait aller jusqu'à sa perdition en fait. Et vu les événements voilà, qu'on voit se dérouler aujourd'hui, je pense notamment au Chili par exemple ou ailleurs dans le monde, c'est vraiment un film qui montre en fait que comment rester sain d'esprit, dans un univers en pleine déliquescence en fait. Voilà. Désolé d'avoir été si long, merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc courez aller voir Joker, et éventuellement regardez en DVD ou en Blu-ray Terminator Dark Fate, si vous aimez les films d'action, de science-fiction, mais pour moi Dark Fate se limite uniquement à ça. Voilà. À très bientôt, au revoir.